Dans ma vidéo précédente, j'avais évoqué le contrôle mental en parlant du projet MKUltra qui eut officiellement lieu des années 50 à 70 et de sa possible continuité jusqu'à aujourd'hui. Mais si les traumatismes peuvent amener à avoir un contrôle sur l'esprit d'un individu, y a-t-il d'autres moyens et technologies qui peuvent permettre un contrôle mental? Les ondes sonores ont une certaine influence sur notre état d'esprit. C'est par exemple le cas de la musique. Grâce à la musique, on parvient à ressentir toute une palette d'émotions. Certains pourtant soutiennent que la fréquence de certaines ondes sonores serait plus agréable. La fréquence de 440 Hz ou de 432 Hz en particulier. De même, certaines fréquences seraient dites sacrées ou associées à la guérison. Dans les années 50-60, les expérimentations de José Delgado sur les animaux et les hommes prouvèrent que la stimulation électronique de certaines zones du cerveau pouvait déclencher d'intenses émotions, y compris de la rage, du désir, de la fatigue. Cette vidéo a pour but de voir à quel point les ondes peuvent nous influencer à un niveau psychique. Elle s'inscrit donc dans la continuité de la vidéo à propos du MKUltra et ainsi, au travers de celle-ci, nous tenterons de répondre à la question: les ondes peuvent-elles participer à l'élaboration d'un programme de contrôle mental? Dans un monde où les ondes sont de plus en plus présentes, télécommunications, téléphone portable, Wi-Fi, mais aussi la radio, la télévision et j'en passe, faut-il s'en inquiéter? Au cours de cette vidéo, nous verrons en quoi les ondes étaient au cœur de préoccupations quant au contrôle mental et aussi leur impact sur la psyché humaine. Au travers de cette vidéo, mon but n'est pas de tirer des conclusions hâtives quant au lien entre contrôle mental et utilisation d'ondes, mais plutôt d'éclairer sur l'impact qu'elles ont pu avoir au cours de l'histoire ainsi qu'aujourd'hui où elles sont omniprésentes. Bon visionnage. José Delgado était un neurophysiologiste espagnol ayant travaillé sur la technologie des implants cérébraux dans les années 50 et 60. Dans le laboratoire de John Farquhar Fulton, il a expérimenté la stimulation électrique du cerveau chez l'animal, mais aussi chez l'homme. La stimulation était faite grâce à des électrodes implantées dans certaines parties du cerveau pour constituer des implants cérébraux. En stimulant différentes zones du cerveau, il réussit à provoquer divers effets sur la motricité, les émotions, l'humeur et d'autres aspects. Dans le livre MKUltra d'Alexandre Le Breton, on peut lire à propos de José Delgado. En 1974, José Delgado est intervenu au Congrès américain pour déclarer que « Nous avons besoin d'un programme de psychochirurgie pour le contrôle de notre société. Le but est le contrôle physique de l'esprit. » Toutefois, dans le même temps, l'immense majorité des travaux de Delgado sur l'influence des perceptions et du comportement à distance et aux moyens d'ondes électromagnétiques est resté classifié et inaccessible au public. Après ces audiences du Congrès, Delgado finit par quitter les États-Unis. Rappelons-nous de Christine de Nicolas. Dans ma première vidéo sur le contrôle mental, je parlais du témoignage de Christine de Nicolas, victime du Dr Green, affiliée au projet MKUltra. Elle affirmait avoir été soumise à des rayonnements dans un projet de contrôle mental. I'm Christine Nicola, born July of 1962, rendering me 32 years of age. I was a subject in radiation as well as mind control and drug experiments performed by a man I knew as Dr. Green. My parents were divorced around 1966, and Donald Richard Ebner, my natural father, was involved with Dr. Green in the experiments. I was a subject from 1966 to 1976. Dr. Green performed radiation experiments on me in 1970, focusing on my neck, throat, and chest, 1972 focusing on my chest and my uterus in 1975. Each time I became dizzy, nauseous, and threw up. All these experiments were performed on me in conjunction with mind control techniques and drugs in Tucson, Arizona. Voici à présent le témoignage de la thérapeute de Christine de Nicolas, Valérie Wolf.
je m'appelle Valérie Wolf. En écoutant les témoignages d'aujourd'hui, tout cela me semble vraiment familier. Je suis ici pour parler d'un lien possible entre les radiations et l'expérimentation de contrôle mental qui a commencé à la fin des années 1940. La principale raison pour laquelle la recherche sur le contrôle mental est mentionnée est que les gens allèguent qu'ils ont été exposés dans leur enfance au contrôle mental, aux radiations et à l'expérimentation chimique qui ont été administrées par les mêmes médecins qui étaient connus pour être impliqués dans la conduite de recherche sur les radiations et le contrôle mental. Des documents écrits ont été fournis révélant le nom des personnes et les noms de projets de recherche dans des déclarations de personnes de partout au pays. Il est également important de comprendre que les techniques de contrôle mental et le suivi jusqu'à l'âge adulte peuvent avoir été utilisées pour intimider certains sujets de recherche afin qu'ils ne parlent pas de leur victimisation dans la recherche gouvernementale. En tant que thérapeute depuis 22 ans, je me suis spécialisée dans le traitement des victimes et des auteurs de traumatismes, ainsi que leurs familles. Lorsque la nouvelle s'est répandue que je comparaissais à cette audience, près de 40 thérapeutes à travers le pays, et j'avais environ 1 semaine et demie pour me préparer, m'ont contacté pour parler de clients qui avaient rapporté avoir été soumis à des expériences de radiation et de contrôle mental. En parallèle, dans les années 70, Alan Frey, neuroscientifique américain, expérimente la perception par l'oreille humaine de certaines fréquences d'ondes radio. En d'autres termes, il découvre qu'il est possible pour ces sujets d'entendre un rayonnement micro-ondes pulsé à une certaine distance de l'émetteur. En 1962, on peut déjà lire dans son article « En utilisant des densités de puissance moyenne d'énergie électromagnétique extrêmement faibles, la perception du son a été induite chez des humains normaux et sourds. Des tentatives ont été faites pour faire correspondre les sons induits par l'énergie électromagnétique et l'énergie acoustique. En d'autres termes, cette utilisation de micro-ondes pulsées permettrait de faire entendre à des personnes des sons qui ne sont pas présents dans l'environnement externe. » Dans un article de 1975, le neurophysiologiste Don Justesen décrit la possibilité de transmettre des mots, des phrases articulées en faisant varier la fréquence et l'intensité d'un rayonnement micro-ondes irradiant le crâne d'un sujet. Ce ne sont plus simplement des bruits, mais véritablement des phrases que l'on est capable de faire entendre au sujet. Et cela est toujours plus ou moins d'actualité. Vers 2003-2004, l'arme Medusa fut créée dans l'optique de contrôle des foules par les forces de l'ordre, par exemple. Elle peut neutraliser certaines personnes et les empêcher d'entrer dans un certain périmètre. En 2016, lors des attaques dites acoustiques survenues à la Havane, les sons perçus par les diplomates américains en poste à Cuba seraient dus à l'effet de frais généré par l'exposition à un rayonnement micro-ondes. En novembre 2020, un responsable du Conseil de sécurité nationale aurait été touché au cœur de la Maison-Blanche par une attaque acoustique du même type. Les premiers modèles de canons à son ont été développés pour les forces armées des États-Unis dans les années 2000 par American Technology Corporation. Selon Wikipédia, ils sont capables d'endommager le système nerveux d'un homme ou de le désorienter. Les symptômes de ces attaques soniques seraient des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vertiges, des pertes d'audition et même de mémoire. D'autres cas ont été répertoriés. En août 2020, l'armée chinoise aurait fait usage d'armes à micro-ondes contre les militaires indiens. Ces derniers auraient subi malaise, nausées, vomissements avant de battre en retraite. Ici, il ne s'agit pas à proprement parler de contrôle mental. On n'agit pas directement sur le comportement. Mais il est intéressant de voir à quel point les ondes peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Intéressons-nous désormais au brevet. Un brevet déposé en 2014 prétend fournir une méthode pouvant réduire la force de combat d'un combattant. À noter que les brevets déposés ne sont pas nécessairement validés et ne le seront peut-être pas. Il faut donc les prendre avec des pincettes. Toutefois, je trouvais particulièrement intéressant d'en parler. En citant plus ou moins, la méthode comprend une méthode de transmission d'une onde électromagnétique d'une fréquence et d'une force spécifique, de manière à éliminer la force de combat du combattant adverse. Une méthode de mesure par émission et réception d'ondes électromagnétiques du degré de perte de la force de combat du combattant adverse
et une méthode de contrôle de l'affichage des opérations pour réguler les ondes électromagnétiques en fonction du degré mesuré de perte de la force de combat du combattant adverse, de manière à garantir que l'effet de l'élimination de la force de combat du combattant adverse est stable et conforme aux normes, et à fournir des informations pertinentes à un opérateur. Le dispositif d'émission permet d'éliminer la force de combat d'un combattant adverse au moyen de la transmission d'une onde électromagnétique. Le dispositif de surveillance permettant de mesurer par émission et réception d'ondes électromagnétiques le degré de perte de la force de combat du combattant adverse. Les informations pertinentes sont ensuite fournies à un opérateur. En résumé, l'objectif est de réduire la force d'un ennemi en contexte militaire grâce à un système de transmission d'ondes et de retour d'informations. Si le comportement humain peut ainsi être modulé en contexte militaire, peut-il également l'être dans notre quotidien où les ondes sont omniprésentes ? Un outil omniprésent dans notre quotidien est le téléphone portable. Ce dernier émet des radiofréquences électromagnétiques. Si l'on sait que le téléphone portable peut perturber le sommeil, parfois causer des maux de tête, quel est son impact concret sur la psyché humaine ? Selon une première étude, les ondes alpha du cerveau diminueraient pendant et après les appels, vers l'hémisphère droit du cerveau. Elles sont liées à la relaxation et à la méditation. L'activité bêta augmenterait côté gauche. Elle est liée quant à elle à un état d'attention, une certaine vigilance, un certain état d'alerte. Elles sont également liées à un stress et à une anxiété plus élevée. Ces résultats sont corroborés par d'autres études. Globalement, il y aurait une augmentation de l'anxiété, du niveau d'alerte par rapport aux ondes émises par le téléphone. Toutefois, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, car d'autres études montrent que l'activité delta et theta, qui sont associées à la relaxation, peuvent aussi augmenter avec l'utilisation du téléphone. Mais ces études montrent que, globalement, les ondes du téléphone modifieraient l'activité électrique de certaines bandes du cerveau. Ainsi, peut-on parler de contrôle mental via les ondes à proprement parler, en tant que manipulation concrète du comportement en réponse à ces ondes ? Dans une certaine mesure, nous pouvons modifier l'état d'esprit grâce aux ondes. Cependant, peu d'informations sont disponibles quant à la modification réelle du comportement et de la manière d'agir d'un sujet, à moins qu'il ne s'agisse là encore que de projets tapis dans l'ombre et dont le commun des mortels n'a pas connaissance, à moins qu'ils soient déclassifiés.